Déjà merci de me donner l'occasion de présenter mes travaux. Donc c'est un travail qui a été réalisé comme l'a dit Mélanie pendant ma thèse, donc qui est encadré par Estelle Kuhn et Luc Duchâteau. Donc Estelle elle est à l'INRA et Luc Duchâteau c'est mon co-directeur qui est à l'université de Gand en Belgique. Donc l'intitulé de la présentation c'est analyse de données de malaria par un modèle spatial multivarié. Je vais présenter rapidement le plan de la présentation. Tout d'abord, je vais introduire le contexte de l'analyse de survie et plus particulièrement les modèles de fragilité. Ensuite, je vais parler de la problématique de la malaria, un peu en général, et ensuite, je vais me restreindre à la situation de la malaria en Éthiopie. Euh, Suite à cela, je vais parler du modèle à corrélation spatiale, du coup, fragilité, qui a été inspiré par le jeu de données de malaria qu'on analyse. Ensuite, je vais passer à la méthode d'estimation qu'on utilise pour estimer les paramètres dans ce modèle-là. Notamment, je vais parler de l'algorithme, la version stochastique de l'algorithme EM qu'on utilise, donc Expected Maximization. Je vais aller un peu plus en détail sur l'algorithme aussi. Et finalement, je vais présenter donc une étude de simulation qu'on a réalisée et ensuite l'estimation sur le jeu de données réelles et les interprétations. Et je vais finir par des perspectives de recherche et des travaux qui sont en cours. L'analyse de survie. Dans l'analyse de survie, la quantité centrale, et donc la quantité qui nous intéresse, c'est le temps d'événement. Donc le temps d'événement, ça peut être, ça ne se restreint pas à l'analyse de survie, ça peut être par exemple le temps de bug dans un système informatique, ou on peut par exemple aussi considérer le temps d'une infection dans une étude clinique. Donc je vais noter cette variable par la variable t, ici, donc le temps d'événement. Et une particularité de l'analyse de survie, c'est le phénomène de la censure. Donc souvent, on est face à des données censurées. Donc dans tout cet exposé, je vais parler que de la censure à droite. Je vais donner un exemple de censure à droite. Si par exemple, on travaille sur une étude clinique qui dure un temps fixé de 2 ans et qu'on considère donc les données de plusieurs patients. Donc, si un patient quitte l'étude avant la fin des 2 années, donc on a une donnée qui n'est pas complète, donc une donnée qui est censurée. Et ou si le patient, par exemple, il meurt pour des raisons qui sont autres que le temps d'événement qu'on est en train d'observer. Donc, on va plutôt noter par la variable x, donc le minimum entre ce temps et la censure qu'on note par la variable c. Et je vais noter par la variable delta, donc l'indicateur de censure. En analyse de survie, souvent ce qu'on modélise en fait, c'est ce qu'on appelle le risque instantané. Donc le risque instantané ici noté par la fonction ici HIT. Donc là c'est la probabilité conditionnelle que l'événement survienne à un instant petit delta t après un instant t donné, sachant que l'événement n'est pas survenu à cet instant t donné. Donc un des premiers modèles qui a été utilisé en analyse de survie, c'est le modèle de Cox, qui nous permet de modéliser en fait ce risque instantané comme un produit de 2 quantités. Donc là, une première quantité qu'on appelle fonction de risque de base, H0, qui ne dépend que du temps, et une fonction qui fait intervenir des covariables, ici notées par Z, et un paramètre de régression bêta. Donc le paramètre d'intérêt dans beaucoup d'analyses de données réelles, c'est souvent le paramètre bêta, qui nous permet en fait de quantifier l'effet des covariables. Par contre, ce modèle a une propriété inhérente, qui est la proportionnalité des risques. Et ça, c'est une des limites de ce modèle. Donc, on peut voir cette proportionnalité des risques si on considère par exemple 2 observations, donc I et I', et qu'on calcule le quotient HI sur HI', qui ne fera donc plus intervenir cette fonction de risque de base H0. Et on peut voir si par exemple les 2 individus diffèrent d'une covariable, en fait, que les risques sont proportionnels. On peut aussi afficher graphiquement en fait cette proportionnalité des risques. Ici en abscisse, on a le temps et en ordonnée, on a une fonction qui dépend de la fonction de survie. Donc la fonction de survie, c'est la probabilité que l'événement survienne après un instant t donné. Et donc ici, on peut voir avec ces courbes parallèles en fait que cette proportionnalité des risques. Cependant, cette hypothèse, elle est rarement satisfaite par des données réelles. Donc là, c'est un exemple de jeu de données
provenant de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer. Là, par exemple, ça a été on trace en fait les courbes de survie, donc ST ici pour deux groupes, par exemple un groupe avec traitement et un groupe sans traitement. Et ici, on peut voir en fait que cette hypothèse de proportionnalité des risques, elle n'est pas satisfaite. C'est pour cela qu'on va plutôt s'orienter vers des modèles ce qu'on appelle des modèles de fragilité, en fait, qui sont des extensions du modèle de Cox. Donc là, je vais présenter trois modèles de fragilité parmi de nombreux modèles qui ont été développés au cours des dernières années. Donc, une première façon, en fait, de ne pas se limiter par cette hypothèse de proportionnalité des risques, c'est de prendre en compte l'hétérogénéité qu'il peut y avoir dans les données. Donc, une façon de faire, c'est de considérer ce qu'on appelle le modèle à fragilité univariée. On associe un effet aléatoire à chaque observation, donc modélisé ici par la variable B. Donc, ça va être un effet aléatoire non observé, B qui nous permet de modéliser en fait l'hétérogénéité qu'il peut y avoir dans les données. Et une autre façon de modéliser l'hétérogénéité qu'on peut avoir dans les données, c'est en considérant une structure par groupe. Donc, au lieu de considérer des observations I allant de 1 à petit n, on va considérer en fait des groupes I allant de 1 à grand N avec des tailles, des effectifs de groupe qui peuvent être différents. On note ici par J, allant de 1 à NI. NI, ce sera le nombre d'observations dans le groupe I. Donc, le modèle de la fragilité partagée s'écrit avec donc un effet aléatoire BI associé au groupe I. Donc, pour faire un peu le lien avec un contexte appliqué, donc si par exemple on fait une étude clinique sur plusieurs centres, il peut y avoir un effet centre important qu'il faut modéliser, donc qu'il faut prendre en compte dans notre modèle. Et une façon de faire, c'est d'associer un effet aléatoire à ces différents centres et donc de considérer dans ce cas-là un modèle à fragilité partagée qui nous permet de modéliser cette hétérogénéité dans les données. Ensuite, je présente un modèle spatial, parce qu'après, nous, on va considérer une extension de ce modèle spatial. Donc, le modèle spatial, la différence ici, dans le modèle à fragilité partagée, donc là, je n'ai pas dit, mais l'effet aléatoire BI, on considère une variable aléatoire, donc B, IID, donc, qui sont indépendants. Mais par contre, on peut aussi se dire que cet effet aléatoire, et on peut aussi considérer des corrélations entre les groupes, par exemple. Donc, c'est ce qui se fait souvent dans les modèles spatials. Donc, on prend par exemple des groupes, on considère souvent des pays, des villes, des régions, et donc on associe un effet aléatoire à ces différentes régions. On considère aussi une corrélation entre ces différentes villes, régions ou pays. Maintenant, j'ai parlé en fait de la malaria et ensuite, je vais décrire le modèle spatial que nous avons, sur lequel nous avons travaillé. Donc, la malaria, c'est une maladie qui est transmise par un vecteur qui est le moustique. Donc, il n'y a pas de transmission d'homme à homme. Donc, c'est le moustique qui est le vecteur de la maladie et ça se transmet par un parasite Plasmodium. Donc, comment la maladie se transmet, c'est quand un moustique qui est non infecté va piquer une personne qui est infectée. Donc, le moustique est infecté par la malaria. Et ensuite, quand la moustique va piquer quelqu'un qui n'est pas infecté, donc il va transmettre donc la maladie à cette personne. Donc, c'est une maladie qui se transmet par les cellules, les globules rouges, et ensuite, après maturation du parasite dans le foie. Donc là, quelques statistiques globales en fait sur la malaria. Donc donc ça c'est des statistiques de 2018 avec environ 228 millions de cas et 405 000 morts. Et très important en fait, c'est que la mortalité elle est assez disproportionnée si on regarde par tranche d'âge. Donc les enfants de moins de 5 ans, c'est le groupe le plus vulnérable et avec 67% des morts qui compris chez les enfants de moins de 5 ans. Et aussi, si on regarde par région, en fait, la région la plus affectée, en fait, c'est la région d'Afrique, c'est le continent africain. Et donc, le reste, c'est plutôt Sud-Asie, un peu Amérique latine. Par contre, en Europe, aux États-Unis, Canada, en Australie, il y a pratiquement plus de cas de malaria. Donc, c'est que des cas importés. Donc, ça a été plutôt éradiqué de ces régions-là.
Donc là, juste un petit graphique en fait pour montrer que le taux de mortalité il est quand même supérieur chez les enfants de moins de 5 ans par rapport aux autres tranches d'âge qu'on peut regarder. Donc là, c'est des taux de mortalité. Donc là, c'est des données en fait prises sur plusieurs pays et c'est des données publiques disponibles sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Donc là, maintenant, je vais plus particulièrement parler d'un jeu de données donc sur lequel on travaille, qui a été collecté en fait en Éthiopie. Donc, c'est un jeu de données qui a été collecté sur 2037 enfants qui sont âgés de moins de 10 ans et qui vivent dans donc 16 villages situés à différentes distances d'un barrage hydroélectrique. Et les données ont été collectées de façon donc hebdomadaire de juillet 2008 à juin 2010. Et pendant ce temps-là, donc on peut splitter en fait cette période en 3 saisons et donc 3 saisons sur les 2 ans, donc en 6 périodes. Donc on a une saison de pluie assez intense, ensuite on a une saison sèche et une saison de pluie modérée. Et les données dont on dispose en fait, on dispose donc de façon hebdomadaire donc si un enfant est infecté ou pas par la maladie. Donc tous les enfants étaient testés vraiment avec des prises de sang toutes les semaines. Et on dispose aussi des coordonnées géographiques de toutes les maisons, de tous les enfants. J'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas si vous voulez m'interrompre ou si vous avez une question au milieu de la présentation, ça ne me dérange pas. Donc aussi, on considère 4 covariables, donc le sexe, l'âge et la distance par rapport aux dames et la nature du toit. En fait, le toit, est-ce que c'est un toit solide ou un toit en paille? Donc ça a une influence normalement sur la présence de moustiques en fait dans la maison. Et là, juste pour donner un petit visuel en fait de comment se répartissent en fait les données. Donc là, les 16 villages en fait avec les points verts ici qui sont les centres des villages. Et donc là, ça montre un peu comment les enfants sont répartis autour du barrage hydroélectrique. Donc la covariable qui nous intéresse le plus, ce serait donc la distance par rapport aux dames. Parce qu'on se dit, plus on est proche du dam, donc les populations de moustiques vont être quand même plus importantes quand on a des plans d'eau. Et donc, l'idée un peu, c'est de voir en fait l'impact qu'a le dam sur la propagation de la malaria. Donc, avant de parler du modèle sur lequel on a travaillé, je vais présenter rapidement les différentes études qui ont été faites sur le même jeu de données. Donc, il y a une étude où ils ont estimé les paramètres dans un modèle à fragilité partagée et où ils ont essayé d'évaluer du coup l'effet de la distance des enfants par rapport aux dames. Donc, dans cette étude-là, donc la première étude, ils ont conclu que en fait le paramètre de régression qu'ils ont estimé, donc associé à cette covariable de distance des enfants par rapport aux dames, ils ont conclu que cette covariable elle n'était pas significative. Et dans la deuxième étude, ils ont conclu en fait que la distance par rapport aux dames, plus on était proche du dame, plus ça augmentait en fait le risque de malaria. Et dans la troisième étude, ils sont arrivés à la même conclusion que la première, donc il n'y avait pas d'effet du dam sur l'instance de la malaria. Donc ce qui est différent entre ces trois études-là, c'est que la troisième étude, ils ont aussi considéré donc en plus des modèles à fragilité partagée, aussi des modèles des modèles type modèle de Cox, avec des modèles à chaque fois en considérant une covariable, une par une, et aussi en considérant toutes les covariables ensemble. Et la deuxième, l'étude où ils ont trouvé un effet en fait de la distance par rapport aux dames, c'est une étude où ils ont aussi exploré de façon jointe en fait les populations de moustiques et donc ils ont associé au modèle de fragilité un modèle pour prendre en compte en fait les populations de moustiques. Donc là, je vais parler rapidement des limitations en fait de ces modèles. Donc là, je vais repasser au graphique. Donc par exemple, dans la première étude, en fait, ils ont considéré donc un modèle à fragilité partagée avec le village comme groupe. Donc là, on s'est dit en fait que c'était assez compliqué de dire pourquoi il y aurait un effet village en fait, parce que souvent il y a des villages qui sont très proches. Donc le fait d'associer en même terme de fragilité
à tous les enfants qui sont dans le même village, sans considérer en fait la distance qu'il peut y avoir entre eux. On s'est dit que ici, c'était quand même assez compliqué à justifier. Et donc là, dans ce cas-là, on se dit que l'assignation en village, c'est plus quelque chose d'administratif, en fait. Et ensuite, le problème, c'est qu'en considérant donc, les villages comme groupe et aussi les distances par rapport aux dames comme une covariable, en fait, on peut avoir une corrélation entre notre covariable et le groupe. Et donc ça peut poser problème dans le contexte des modèles de fragilité. Et ensuite, la proximité en fait entre les enfants n'a pas été prise en compte, alors que on se dit que vu que c'est le moustique qui transmet la maladie, et comme on peut le voir, ils habitent, enfin, il y a des foyers qui sont très proches, même si les villages, même si des enfants peuvent être assignés par exemple ici à différents villages, donc ils peuvent habiter très proches, donc ils ont une influence. Donc si un enfant est infecté, donc il va poser un risque à tous les enfants dans son voisinage. Donc maintenant, je vais introduire le modèle de fragilité que nous allons considérer en fait. Donc, ça ressemble beaucoup au modèle de fragilité générique dont j'ai parlé avant. Donc, à la seule différence en fait que nous, on va considérer en fait une corrélation spatiale, mais pas au niveau du village, donc, mais plutôt une corrélation spatiale au niveau des observations. Donc, les observations, si c'est les enfants. Donc, on va vraiment prendre en compte dans le modèle la corrélation qu'il peut avoir entre les enfants. Et donc là, normalement, ça devrait être un BIJ. Mais pourquoi c'est un BI? En fait, parce que il y a des enfants qui habitent, par exemple, dans le même appartement, dans la même résidence, et qui ont du coup exactement la même coordonnée géographique. Et ça pose un petit problème, en fait. Pourquoi? Parce que donc nous, on fait une hypothèse que notre fragilité suit une gaussienne multivariée. Donc, on paramétrise par ici la matrice de variance-covariance du coup grand gamma, que je note par grand gamma. Et si on prend vraiment toutes les coordonnées géographiques des enfants, donc avec des enfants qui peuvent avoir la même coordonnée géographique, en fait, ici, on se retrouve avec une matrice qui n'est pas définie positive. Et en fait, pour avoir une matrice ici qui est définie positive et éviter les problèmes numériques, en fait, on va grouper les enfants qui ont exactement la même coordonnée géographique et associer le même terme de fragilité à ces enfants-là. Et donc, mais la plupart des groupes vont être constitués d'un enfant et avec quelques groupes de 2 enfants. Et sinon, pour les groupes de plus de 3 enfants, il y en a très peu. Donc, on se dit que on considère quand même une corrélation qui est plus au niveau de l'individu. Donc, c'est pas le même effet de groupe qui est considéré dans le modèle à fragilité spatiale, mais générique. Et donc, cette matrice de variance-covariance, on l'a définie avec un paramètre d'échelle sigma 2. Et ici, en grand sigma, qui va être une structure de corrélation. Donc, on va considérer différentes structures de corrélation. Donc là, je présente deux possibilités, par exemple, de structure de corrélation. Et ici, le grand D, en fait, c'est une matrice de distance où on considère vraiment la distance entre tous les enfants. Donc, si nous, on a environ 2037 enfants. Et donc là, normalement, c'est une matrice de taille 2037 par 2037. Mais vu que les enfants qui ont exactement la même coordonnée géographique, on les regroupe. Donc là, on se retrouve avec une matrice de taille 1200 et quelques. Alors, donc là, j'ai décrit l'hypothèse qu'on fait sur la fragilité. Maintenant, je vais parler en fait de la modélisation de cette fonction de risque de base H0. Donc, on part sur une fonction qui est constante par morceau, ce qui nous permettrait en fait de modéliser les différentes saisons qu'il peut y avoir et essayer d'interpréter l'estimation de ces paramètres-là. Donc, on modélise cette fonction de risque de base donc, comme une fonction constante par morceau. Ici, on va avoir 6 morceaux, donc correspondant aux 3 saisons sur les 2 ans. Donc, on aura 2 fois la longue saison de pluie, 2 fois la saison modérée et 2 fois la saison sèche. Donc là, le modèle peut s'écrire ainsi, donc avec la fonction H0 modélisée comme une fonction constante par morceau. Donc, à partir de ça, on peut définir donc, une log vraisemblance complète des données qui s'écrit ainsi. Et donc là, je rappelle que là, ici, notre f gamma, ça va être la densité d'une gaussienne multivariée qui est donc paramétrisée par la matrice de variance-covariance, donc grand gamma.
Ensuite, à partir de cette vraisemblance complète, on peut définir donc, ce qu'on appelle la vraisemblance marginale, qu'on obtient en intégrant en fait sur cette fragilité B. Et on va noter par θ chapeau, donc l'estimateur qu'on obtient à partir du maximum de cette vraisemblance marginale. Donc là, en premier problème numérique, vu qu'on considère donc une variable B qui suit une gaussienne, donc on n'a pas d'expression analytique pour cette intégrale-là. Donc il existe plusieurs façons de gérer ce problème. C'est par exemple, il y a des méthodes qui se basent sur des approximations de l'intégrale ou des approximations donc de la vraisemblance complète qui donnent quelque chose qui finalement donne quelque chose d'analytique en calculant l'intégrale. Nous, ce qu'on fait, donc, on se base sur un algorithme de type Expected Maximization, donc EM. Donc, l'algorithme EM classique, en fait, on peut se voir en deux étapes. Donc, on a une étape E, donc l'expectation, on calcule en fait l'espérance de cette vraisemblance complète, sachant les données. Et ensuite, une étape M, ou l'étape maximisation, où on maximise, du coup, on trouve le maximum en fait de notre θ chapeau. Par contre, on ne peut pas calculer, donc pourquoi on n'utilise pas l'EM classique, c'est parce qu'en fait, à l'étape E, il faut quand même donc calculer cette intégrale-là. Vu qu'on n'a pas d'expression analytique, on va plutôt partir sur une version stochastique de l'algorithme EM. Donc, à la place de l'étape E, on aura deux étapes, donc une étape de simulation et une étape d'approximation stochastique. Donc, dans l'étape de simulation, donc, on va simuler une fragilité B suivant la probabilité de transition d'une chaîne de Markov convergente. Donc, ici, ce qu'on utilise comme noyau, souvent, là, par exemple, on utilise un noyau d'une marche aléatoire, donc d'un algorithme Metropolis Hastings. Et ce qui se fait normalement, c'est qu'on simule un candidat, donc si on a l'itération K, on simule un candidat, donc BI K plus 1, en gardant les autres, donc c'est une mise à jour coordonnée par coordonnée, donc on simule un BI, gardant le reste du vecteur constant, et on boucle donc sur tout le vecteur. Donc à chaque itération, on met à jour tout le vecteur. Et donc là, il se pose un premier problème, donc on a un problème de grande dimension, parce que là, notre vecteur de fragilité, donc il va être de taille, donc la même taille de notre matrice, donc va être, par exemple, on a une taille à plus de 1200. Donc numériquement, cette étape-là devient très coûteuse, parce que à chaque itération, il faut qu'on mette à jour donc tous les coordonnées du vecteur. Donc là, une approche, c'est d'utiliser un algorithme adaptatif avec ce qu'on appelle un Gibbs block. Donc le Gibbs block, ça nous permet, en fait, au lieu de mettre à jour coordonnée par coordonnée de ce vecteur-là, on va mettre à jour des blocs, bloc par bloc. Et donc, on met à jour suivant une marche aléatoire. Donc, ce qu'on fait, c'est on met à jour donc à l'itération K, donc un bloc de taille K du vecteur de fragilité B, avec un petit bruit, donc sigma 2K qui est associé à ce bloc-là. Et en fait, ce bruit-là, en fait, on l'ajuste pour avoir une probabilité d'acceptation en fait à chaque fois de notre B autour de 45%. Donc pour être sûr qu'on visite suffisamment en fait l'espace des paramètres. Ensuite, on a une étape d'approximation stochastique. Et dans l'étape d'approximation stochastique, on calcule une quantité Q en fait, qui dépend de la log vraisemblance complète. Et ici, on a une suite de pas donc, que je note par muK. Et en fait, cette suite de pas, elle nous permet de définir donc, le nombre d'itérations qu'on veut où on ne prend pas en compte le passé. Donc, on visite bien l'espace des paramètres. Ici, on peut voir, par exemple, si pendant les cas, donc allant de 1 à 60, premières itérations, avec un muK égal à 1. Donc, ça nous permet de pas du tout prendre en compte le passé et donc de bien visiter l'espace des paramètres. Et ensuite, cette suite de pas, on la définit donc comme une suite donc positive décroissante. Et finalement, on a l'étape de maximisation où on met à jour donc nos estimations donc, de θ en maximisant cette quantité. Donc maintenant, je vais décrire donc la simulation. Donc d'abord le contexte de simulation. Donc l'idée ici étant de décrire un contexte de simulation qui ressemble quand même beaucoup à notre jeu de données réelles pour voir si ce qu'on obtient comme estimation dans un cadre, on va dire, contrôlé. Donc là, ce qu'on fait, on va simuler donc 300 groupes. Donc là, c'est un peu un abus de notation quand on dit groupe parce que la plupart des groupes vont avoir une observation, donc pour être proche du jeu de données réelles.
Ensuite, on va prendre une fonction donc constante par morceau avec 3 morceaux. Donc, pourquoi on ne prend pas 6 morceaux? C'est parce que on veut avoir suffisamment d'observations dans les morceaux pour bien estimer en fait les paramètres de la fonction de risque de base H0. Ensuite, je définis donc avec des paramètres de régression bêta. Et ici, c'est les paramètres donc, qui vont être associés donc, à la matrice de variance-covariance. Et on choisit donc cette structure de corrélation-là pour notre matrice de variance-covariance. Et les covariables ZJ sont générées suivant Bernoulli. Donc, on va considérer des covariables binaires, donc qui va 0 ou 1. Et on va donc noter par θ chapeau C ici les estimations qu'on obtient quand on estime dans le bon modèle. Alors, ce que je veux dire par le bon modèle, en fait, c'est que on va simuler en suivant l'hypothèse que notre fragilité B suit une gaussienne multivariée avec donc cette structure de corrélation. Donc, on va vraiment simuler selon cette structure et estimer donc dans le bon modèle en faisant cette hypothèse. Et ensuite, ce qu'on veut aussi voir, donc si l'estimation des paramètres elle est robuste par rapport à au choix de la structure de corrélation. Donc, on va aussi estimer donc dans un mauvais modèle, donc avec ici un estimateur que je vais noter par θ chapeau W. Et donc, on va choisir cette structure de corrélation donc pour voir ce qui se passe donc, quand on ne fait pas le bon choix de structure de corrélation. Donc, voir s'il y a un impact conséquent ou pas sur l'estimation, sur tous les paramètres de régression bêta et des paramètres donc, de H0 ici. Donc là, je vais présenter les estimations qu'on obtient. Donc là, sur le θ chapeau C, donc on estime dans le bon modèle. Et là, on peut voir que on est plutôt robuste. En fait, l'estimation est plutôt robuste par rapport à une mauvaise spécification de la structure de corrélation. Donc là, c'est des estimations qu'on obtient sur 100 répétitions des jeux de données. Donc, on a en moyenne des estimations qu'on obtient sur ces 100 répétitions de jeux de données. Et là, c'est les estimateurs du coup des paramètres de régression qui sont donc dans le bon modèle, qu'on soit dans le bon modèle ou dans le mauvais modèle, on estime quand même bien les paramètres de régression. Donc là, j'ai mis en rouge en fait les estimations de sigma 2 et rho parce que c'est assez compliqué à interpréter. Parce que quand on est quand on n'est pas dans le bon modèle, en fait, ici, c'est pas le même sigma 2 qu'on est en train d'estimer. Donc là, c'est le sigma 2 suivant différentes structures de corrélation. Donc là, j'ai mis le résultat, mais je mets en rouge parce qu'il n'est pas si simple que ça à interpréter. Et donc, dans les deux cas, on peut aussi calculer donc les logs vraisemblance pour voir si jamais on devait faire un choix de sélection de modèle, est-ce qu'on ferait le bon choix, par exemple. Et donc là, on peut voir si on devait faire de la sélection de modèle basée sur un critère donc, de log vraisemblance, on ferait quand même le bon choix de modèle si on veut maximiser donc, la vraisemblance, donc voir si on ajuste mieux les données dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Donc maintenant, je vais présenter les résultats qu'on obtient donc, sur le jeu de données de malaria. Je vais tout d'abord présenter les résultats qu'on obtient donc, sur la fonction, donc, sur les paramètres de la fonction de risque de base donc H0. Donc là, c'est les résultats suivant donc, cette structure de corrélation. Donc, là, ce que je présente, c'est les estimations des paramètres de H0. Donc là, les différents codes couleurs, en fait, ils correspondent aux différentes saisons. Et donc là, on regarde en fait les constantes par morceau qu'on estime. Et on va essayer d'interpréter, en fait, de voir s'il y a une relation en fait, entre la saison et en fait, le risque de malaria. Sachant que dans la saison de pluie longue, donc la grosse saison de pluie, donc il y aura plus donc de plans d'eau, donc ce qui favorise en fait les populations de moustiques. Et donc on se dit que moralement donc le risque en fait de propagation de malaria pendant la saison de pluie, elle est plus forte. Et donc là, si on regarde, par contre, c'est pas si simple que ça en fait parce que ici en rouge, donc là c'est la grosse saison de pluie. Mais on voit que tout de suite après la grosse saison de pluie, en fait, on a un risque qui est moins élevé. Et ici, par exemple, pendant la saison sèche, qui retombe, mais par contre, on a l'impression que c'est un peu en décalé, qu'après la grosse saison de pluie, on a un risque quand même qui est plus élevé. Et donc là, par contre, sur le dernier morceau, on se dit que peut-être qu'on n'a pas suffisamment de données en fait, pour bien estimer ce dernier morceau-là.
Et maintenant, donc, les estimations qu'on obtient sur les paramètres de régression. Donc, je rappelle les covariables qu'on considère. Donc, on considère le sexe, l'âge, la structure du toit et donc là, l'état D qui est donc la distance, la covariable, enfin, le paramètre de régression qui est associé à la covariable distance par rapport au plan d'eau. Et ensuite, les estimations des quantités associées à la structure de corrélation. Et ce que je en parenthèse, c'est les modèles based, donc écart type donc, du modèle. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet en fait. Les covariables, que ce soit le sexe, l'âge, le type de toit ou la distance par rapport à un plan d'eau, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet vraiment significatif. Et en plus, pour le paramètre en fait lié à la covariable distance au plan d'eau, là ce que ça nous dit en fait, c'est que l'incidence de la malaria est plus élevée plus on s'éloigne du DOM, ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est aussi ce qu'a trouvé les autres études, qui ont trouvé les autres études sur ce jeu de données. Et du coup, ce qu'on a ensuite fait, c'est on s'est dit on va faire donc par des tests de rapport de vraisemblance, on va voir si les paramètres sont significatifs ou pas. Donc là, ce qu'on compare, en fait, on compare le modèle avec tous les covariables à chaque fois, avec une covariable en moins, et avec le test de rapport de vraisemblance, ici, on calcule donc les p-valeurs. Et là, selon les p-valeurs, en fait, si à niveau 5%, on peut se dire en fait que les paramètres de régression ne sont pas significatifs. Donc là, je vais conclure en fait. Donc là, donc en conclusion, ce qu'on a fait, donc on a implémenté un modèle à corrélation spatiale avec une corrélation qui est au niveau de l'enfant. Donc ça, c'est un peu le plus qu'on apporte par rapport au modèle de fragilité spatiale classique, on va dire, qui ont été utilisés dans la littérature, où la corrélation, elle est plus au niveau d'une ville, d'un pays, d'une région. Et on a des études, donc une étude de simulation avec des résultats concluants. Et donc là, les perspectives, en fait, par rapport à ce travail-là, donc c'est un travail qui est en cours, c'est de considérer, donc là, ce qu'on a considéré, donc c'est une fragilité, mais qui ne varie pas dans le temps. Donc, une idée, ce serait peut-être de considérer une fragilité qui varie dans le temps. Donc là, c'est un peu une fausse perspective parce que c'est des résultats que je viens d'obtenir. Donc là, c'est de faire de la sélection de modèles, donc de considérer plusieurs structures de corrélation et plusieurs structures donc de la fonction de risque de base H0. Donc là, ce que j'ai présenté, c'est des résultats sur une fonction de risque de base en fonction des saisons et des années. Mais j'ai aussi comparé du coup avec de l'estimation, donc avec une fonction de risque de base qui est plutôt définie sur en fait directement sur la quantité de pluie, donc sur différentes périodes. Et mais ce que j'ai présenté en fait, c'est les résultats que j'obtiens sur le modèle en fait qui maximise en fait notre critère de vraisemblance. Et finalement, dernière perspective, ce serait d'établir donc la propriété théorique de convergence de l'algorithme stochastique qu'on utilise. Et donc voilà, merci pour votre attention.